on peut utiliser ensuite le matériau pour communiquer sur la coopération. N'hésitez pas à éteindre vos caméras, on ne vous en voudra absolument pas. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons souhaité vous proposer un temps de découverte et d'échange, à la fois, je dirais, accessible et complet, comme toujours sur le thème de la lutte contre l'isolement des seniors. Mais cette année, nous le faisons encore une fois dans un contexte un petit peu particulier. C'est pour ça que nous avons pris un thème qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est-à-dire la solidarité, bien entendu, auprès des personnes âgées, a fait naître beaucoup d'interventions très intéressantes, beaucoup d'initiatives très intéressantes pendant cette crise. Mais la question est, est-ce que cela va perdurer? Comment on peut faire perdurer tout ça alors que la crise, nous l'espérons, touche bientôt à sa fin? Alors, on va, dans un premier temps, vous proposer d'entendre 4 de nos intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure. Puis, il y aura un temps de questions auquel vous pourrez réagir. Ensuite, nous partirons en atelier. Nous vous expliquerons comment ça fonctionne. On se répartira en 3 ateliers différents pour que vous puissiez débattre vous-même sur le sujet et pourquoi pas nous faire remonter vos propres initiatives ou celles que vous connaissez sur le terrain. Alors, avant de laisser la place à Monsieur Alexandre Chevalier, adjoint au maire de Lyon, chargé du lien intergénérationnel et de la qualité de vie des aînés, qui va ouvrir cet après-midi de travail et d'échange, je tenais à vous présenter rapidement toutes les forces vives qui composent aujourd'hui le comité de pilotage de la coopération Mona Lisa Métropole et Rhône, sans qui ces événements ne seraient pas possibles aujourd'hui. Nous avons donc aujourd'hui l'association Alerte, représentée par Cassandre Verillac et Lucas Ficagna, l'association Entourage Solidaire, représentée par Philippe Albanel, l'association Le Paris Solidaire Lyon, représentée par Corinne Belot, l'association Les Petits Frères des Pauvres, représentée par François Auffray, le PIMS de Lyon, représenté par Juliette Lelay, l'UDCCS du Rhône et de la métropole de Lyon par Isabelle Blocher-Lebroux, l'association Unicité, représentée par Marion Tivolet, la ville de Lyon, représentée par Christian Sapet, qui participe également couramment à notre comité de coopération, la ville de Saint-Genis-Laval, représentée par sa maire Marilène Millet, et enfin le cabinet de conseil Pixida LB que j'ai l'honneur de représenter. Je souhaitais également préciser que nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir parmi nous une facilitatrice graphique qui sera là pour rendre nos comptes rendus encore plus dynamiques et originaux. Merci donc à Stéphanie Jeunelot pour son aide et sa participation. Tout de suite, je laisse la place à notre hôte que nous remercions très chaleureusement de son accueil et d'avoir accepté d'héberger cette 4e édition des rencontres Mona Lisa Métropole et Rhône. Monsieur Alexandre Chevalier, adjoint au maire de Lyon, chargé du lien intergénérationnel et de la qualité de vie des aînés. Merci pour cette introduction. Je vais faire un petit discours introductif. Mesdames, Messieurs, d'abord bonjour. Je suis particulièrement honoré de prendre la parole devant vous et de vous accueillir aujourd'hui ici dans le salon Justin Godard de l'Hôtel de Ville de Lyon. En tout cas pour ceux qui peuvent être présents. En tant qu'adjoint au maire, en charge du lien intergénérationnel et de la qualité de vie des aînés, la thématique des solidarités avec les aînés que nous allons aborder aujourd'hui me touche et m'intéresse tout particulièrement, d'autant qu'en la matière, beaucoup de choses existent, mais beaucoup de choses restent à faire et beaucoup de choses restent sans doute à inventer. Et dans ce cadre, la question de l'isolement social me paraît primordiale, car on le sait, et la crise sanitaire que nous traversons le démontre quotidiennement avec force et brutalité, la solitude et l'isolement tuent chaque jour, et ce, beaucoup plus sûrement que ne le ferait un virus. Face à la solitude, il n'y a donc pas de vaccin, pas de médicaments, seulement des hommes et des femmes et leur humanité. Et c'est précisément dans cet état d'esprit humaniste que nous percevrons notre devoir de collectivité publique et que nous allons construire notre mandat. Un mandat porteur d'une vision inclusive du vieillissement, un mandat qui fait du bien vieillir une priorité, un curseur de réussite. À ce titre, nous le savons, le rôle que nous avons à jouer, nous élus, est essentiel. Au-delà d'impulser des projets, nous sommes tenus de soutenir et encourager les initiatives, le plus souvent portées par des associations comme vous, et qui vont dans le sens d'une ville où chacun et chacune a sa place, y compris les personnes âgées. Aujourd'hui encore, en France, l'isolement social touche une personne âgée sur 4, soit à peu près 1,5 million de personnes. Ce n'est donc pas un sujet anecdotique à la marge, mais bien un sujet central et encore une fois primordial. Lors du confinement de mars 2020, cette réalité est devenue criante et nous pouvons nous satisfaire des initiatives citoyennes et associatives qui se sont alors manifestées. Portage de courses à domicile, appel de courtoisie, solidarité entre voisins, mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? C'est là, je crois, la question à laquelle nous allons en partie tenter de répondre cet après-midi. Avant cela,
je voudrais vous présenter quelques axes thématiques sur lesquels nous travaillons et qui trouveront peut-être un écho dans les échanges que nous allons avoir ensemble, mais qui surtout vont dans le sens de la ville inclusive que nous appelons de nos voeux. Sur le maintien à domicile d'abord. Affirmer que nous voulons que les personnes âgées restent à leur domicile est loin de suffire. Mais nous savons aussi que la grande majorité des personnes âgées, comme tout le monde d'ailleurs, souhaitent continuer à vivre le plus longtemps possible dans un lieu de vie qu'elles ont choisi. Il nous incombe donc de prendre en compte cette réalité, de soutenir le mieux possible les personnes âgées et leurs familles, que ce soit dans leurs projets d'adaptation des logements ou en portant à leur connaissance une offre locale de tout service à domicile, par exemple. Nous pouvons compter dans ce cadre sur les acteurs de la solidarité que vous êtes, mais aussi sur le Centre communal d'action sociale de Lyon, que je tiens à saluer aujourd'hui et dont nous avons d'ailleurs prévu de renforcer les effectifs dans les mois à venir. Cela étant, quand bien même un domicile sera adapté au vieillissement, cela ne résout pas complètement la question de l'isolement et nous souhaitons aussi développer les formes d'habitat nouvelles que sont des logements intergénérationnels et les colocations seniors. Ces projets, nous le savons, nécessitent beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous avons approvisionné 300 000 € sur notre programme pluriannuel d'investissement et que nous avons engagé une réflexion avec Lyon Métropole Habitat qui développe depuis quelques années un concept de résidence village, c'est-à-dire des résidences HLM adaptées au vieillissement. C'est pour nous très important d'aborder le sujet avec un bailleur social car personne ne peut ignorer la relation qui existe entre isolement social et niveau de vie. Sur l'inclusion et la participation sociale ensuite. À chaque génération, la question du vieillissement évolue. Les personnes âgées d'aujourd'hui n'ont pas grand-chose à voir avec celles d'hier. On vit globalement plus longtemps et en meilleure santé. Aussi, me paraît-il indispensable de favoriser la participation des personnes âgées à la vie sociale. Que ce soit à travers le Conseil des aînés, dispositif de participation citoyenne que nous souhaitons créer dans chaque arrondissement et où chaque personne pourra s'exprimer sur les sujets qui font le quotidien de la ville, ou à travers le lancement d'une application imaginée avec l'Institut du vieillissement des hospices civils de Lyon, Activi, qui, à travers des défis sportifs, des idées de recettes, d'expositions et même un mini-réseau social, incite les personnes âgées à sortir, à se rencontrer et à faire du lien. À ce titre, excusez-moi, c'est pas évident d'être assis, il manquait le pupitre aujourd'hui. Bien d'autres actions et politiques publiques sont inscrites à mon plan de mandat, comme le soutien subventionnel au secteur associatif, par exemple, mais je vous en épargne l'exhaustivité et souhaiterais donc conclure mon intervention en vous disant ce qui me paraît dans mon mandat et plus largement dans les politiques vieillesse le plus important. Le vieillissement n'est pas l'affaire des seules personnes âgées. C'est un sujet qui nous concerne toutes et tous, quel que soit notre âge, quel que soit notre domaine d'activité, ou pour ce qui concerne l'équipe municipale dans laquelle je me trouve, notre délégation. Nous avons lancé en mars dernier un diagnostic de territoire dont les résultats partiels que nous avons pu observer montrent d'ores et déjà que pour bien vieillir à Lyon, il est nécessaire de penser la place des personnes âgées dans l'urbanisme, dans les déplacements, dans l'accès aux soins, dans l'offre culturelle, dans l'offre de participation citoyenne. Bref, dans toutes les politiques publiques dont nous avons la compétence. Ce devoir de transversalité, je m'en fais le porte-parole au sein de l'équipe municipale. C'est ainsi, par exemple, que nous avons pu organiser avec le concours de l'adjointe à la culture, Nathalie Perrin-Gilbert, des concerts de l'Orchestre national de Lyon dans certaines de nos résidences récemment. Et il y a encore bien d'autres projets à venir. Voilà, j'ai déjà effectivement beaucoup parlé, donc je vais quand même remercier les organisateurs, hein, Philippe Albanel, François Auffray, Éric Bondard, Lucas Ficagna, Stéphanie Genelot, Marilène Millet, Marion Thivolet, Cassandre Verillac, j'en oublie sans doute. Mais en tout cas, je vous remercie toutes et tous de pouvoir organiser cette journée aujourd'hui. Et puis, encore une fois, je suis très content de vous accueillir dans les salons de l'Hôtel de Ville. Et j'espère pouvoir réitérer en tout cas cette invitation, peut-être pas chaque année, mais en tout cas le plus possible durant mon mandat. Et je souhaite aussi que la ville de Lyon, en tout cas, puisse donner au réseau Mona Lisa toute son importance et en tout cas être un soutien pendant toutes ces années de mandat. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur Chevalier, pour votre intervention. Merci pour votre accueil. Merci pour votre message, je pense, assez fort et bien entendu. Maintenant, je vais avoir l'honneur de vous présenter deux piliers historiques de la coopération Mona Lisa. Je sais qu'ils vont adorer que je les présente comme ça, mais c'est la vérité. Marilène Millet, Madame le maire de Saint-Genis-Laval,
et François Offray, adjoint de direction à l'association Les Petits Frères des Pauvres. Merci de nous présenter comme des piliers historiques, même si ce n'est pas une histoire si ancienne que ça. Je voulais déjà un peu rebondir sur les propos de Monsieur Chevalier, que je remercie vraiment de nous accueillir, parce que ça fait du sens aussi, je pense, pour l'ensemble des membres de la coopération, d'être soutenus par un acteur comme la Ville de Lyon. Et c'est vrai qu'avec ma casquette de maire aussi, je partage tout à fait les orientations que vous avez définies, puisqu'en fait, pour l'anecdote, qui n'en est pas vraiment une, on est en train de lancer aussi un conseil des aînés qui va se mettre en place dès la rentrée, puisque nous sommes dans l'appel aux candidatures. Et aussi, on est en train de travailler sur un projet de café associatif intergénérationnel pour justement faire que les gens se partagent et se rencontrent, parce que finalement, on est sur cette création de liens et ces initiatives qui permettent aux gens de se rencontrer. Et ce sur quoi je voulais revenir aussi, c'est un peu le contexte de l'association Mona Lisa, qui, quand elle a été créée par la ministre Delaunay aussi, était soutenue financièrement par des grands porteurs de projets. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque l'association aujourd'hui n'est plus qu'une association, mais n'a plus de financement. Et l'action en fait, de lutte contre l'isolement des personnes âgées est reprise par la CNSA et sera développée notamment via les conférences de financeurs. Mais finalement, je pense que le plus important, c'est l'esprit Mona Lisa. Et finalement, quand on voit nos parcours et qui nous sommes dans la coopération, on est vraiment d'endroits différents. On parle de différentes associations, d'entreprises, de collectivités. Et en fait, ce qui nous anime, c'est quelque chose qu'on a en commun, qui est cette volonté justement de lutter contre l'isolement. Et cette diversité, c'est aussi ce qui fait notre richesse, parce qu'on n'a pas les mêmes regards, on n'a pas forcément les mêmes opinions. Des fois, il y a aussi des confrontations. Et ça a pu perdurer malgré justement le fait que nous n'avons plus quelque part ce soutien national. Et en fait, c'est ce que j'aurais envie de dire cet après-midi, et c'est tout l'objet de cette rencontre, c'est de dire finalement, Mona Lisa, quelque part, c'est nous tous. Si on attend toujours des politiques publiques, de l'État, de la région, de la métropole, de la ville, finalement, les dispositifs concrets ne sont pas toujours en adéquation non plus avec les publics. Et il manque aussi quelque chose, justement, cette création du lien, c'est le fait d'être en interaction les uns avec les autres, de porter des projets, d'œuvrer aussi pour ceux en quoi on croit. Et finalement, c'est vrai que quand j'étais à la fac, il y avait un prof qui disait tout le temps « transformer les contraintes en opportunités ». Et je dirais, c'est l'objectif de la rencontre aujourd'hui. On a eu des contraintes avec la Covid, on va essayer d'en faire des opportunités. C'est aussi notre contrainte finalement, parce que nous n'avons plus de moyens financiers pour le moment, mais on a toujours cette même envie, et finalement, c'est ce qui est le plus fort. Et j'aurais aussi envie de dire, Mona Lisa, c'est vous, tous ceux qui sont derrière vos écrans. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, montez des initiatives à 2, à 3, à plusieurs, tentez, expérimentez. Et puis, forcément, il y a aussi des belles choses qui vont se créer, parce que je pense que vous avez fait plein de choses magnifiques. On va voir cet après-midi quelques initiatives, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, vous aussi, vous avez la capacité de le faire. Donc, peut-être je vais passer la parole à mon historique collègue. Merci Marie-Hélène. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que l'Association des Petits Frères des Pauvres est une vieille association de 75 ans qui, depuis 75 ans, lutte contre l'isolement des personnes âgées. La création de Mona Lisa, et là où nous en sommes aujourd'hui, est une sacrée belle réussite, puisque comme on le voit là encore, ce collectif est toujours vivant, et que la problématique des personnes âgées n'est pas simplement une problématique de professionnels ou d'institutionnels, mais aussi de citoyens, de bénévoles. Je vois dans la liste des invités ici certains bénévoles. Donc, c'est vraiment le défi de Mona Lisa, et peu importe l'avenir, en tout cas juridique, de Mona Lisa,
c'est bien l'esprit de Monalisa, c'est comment ensemble, du coup, nous arrivons à coopérer sur cette problématique en déclivant, c'est-à-dire les clivages habituels que nous connaissons souvent entre les professionnels, les citoyens, les bénévoles. La crise Covid a été, comme souvent beaucoup de crises, révélateur de l'ampleur de l'isolement et pas simplement des personnes âgées. Donc le vrai défi aujourd'hui, et c'est l'objet de notre rencontre, c'est de se dire finalement, dans cette crise, comme vient de le dire Marilène, des choses assez incroyables et assez novatrices également ont vu le jour. Le vrai défi, c'est, au-delà de les connaître, parce que c'est bien de se nourrir sur ce qui a pu se passer, c'est le vrai défi, c'est et demain, comment allons-nous être en capacité de pouvoir les faire perdurer. C'est un peu l'objet de cette rencontre que nous voulons partager avec vous. Et bien évidemment, nous sommes aussi en attente de votre expérience, de vos idées sur le sujet. En tout cas, merci à chacun de vous d'être présent cet après-midi. Merci à nouveau Marilène Millet et François Offray, je le répète, vous faites partie vraiment du ciment de cette coopération. Hein, je pense que tout le monde a bien compris. Avant de laisser la place à nos différents intervenants, je vous propose la chose suivante. Je crois que je vous l'ai dit, mais je vous le répète, ce sera plus clair comme ça. On va laisser les interventions se succéder et puis nous prendrons le temps nécessaire ensuite pour prendre vos questions que vous pouvez écrire dans le chat. Et nous avons Cassandre, je crois, qui se chargera de nous les relayer en toute fin d'intervention. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir notre conférencier du jour, Pascal Dreyer, coordinateur du réseau de recherche Leroy Merlin Source, qui est un réseau de recherche sur l'habitat. Merci Eric et merci surtout au comité Monalisa. Moi, je vous appelle comité Monalisa parce que je n'avais pas eu la description exacte de l'institution. Merci de m'avoir invité et tout particulièrement à Corinne Belot qui est venue me chercher, me prendre par la main pour que j'intervienne avec vous ce matin. Depuis le 17 mars 2020, chacun d'entre nous a pu éprouver de manière temporaire ou durable les effets délétères de l'isolement dont sont particulièrement victimes, on vient de l'entendre, les personnes âgées bien sûr, mais aussi les personnes en situation de handicap et les personnes malades. Cet isolement, on le sait, a de nombreuses raisons. Certaines d'entre elles sont tout à fait acceptables lorsqu'elles relèvent de nécessités liées à la maladie ou, comme on l'a vu récemment, au risque de contagion. Mais la plupart d'entre elles ne sont pas, à nos yeux, acceptables car elles sont construites au fond sur la peur et le désintérêt de l'autre, sa stigmatisation et son rejet. Et là, je parle plus largement de la stigmatisation et du rejet dont sont l'objet les personnes âgées dans notre société. Et ces raisons, finalement, pour moi, elles témoignent de la méconnaissance et plus profondément d'une sorte de haine de l'autre, de ce qu'il est ou va devenir, c'est-à-dire au fond quelque chose qui est l'envers de l'amour ou de la sollicitude que nous devons à notre proche, une haine qui exprime, je viens de le dire, notre crainte de devenir ce que l'autre est. Mais ce que j'évoque ici est surtout, comme l'a rappelé Alexandre Chevalier, l'isolement social, la part la plus accessible de l'isolement vécu. C'est celle que les bénévoles que vous êtes, qui contribuent à la rupture de l'isolement, combattent par la création, le maintien ou le soutien du lien avec l'autre sous des formes très diverses, comme ça a été évoqué, visites, rencontres, activités partagées et pendant la période du confinement, liens à distance. Mais lutter contre l'isolement des personnes âgées suppose d'en connaître le feuilletage, et les efforts que doit fournir ou fournit souvent la personne elle-même pour rester en lien avec les autres. Alors, à l'occasion d'une recherche que je conduis depuis 2019 avec Florence Vernet, qui est une artiste lyonnaise, sur l'expérience corporelle de l'habité des personnes âgées de 65 à 100 ans, j'ai souhaité partager avec vous quelques enseignements d'entretien conduits en avril 2020 avec des personnes confinées chez elles lors du premier confinement. Je m'appuierai particulièrement sur un entretien réalisé avec une femme de 96 ans, Paula, vivant de manière autonome chez elle et pour qui ce premier confinement a déclenché une crise existentielle importante, une crise des liens. Dans la résolution de cette crise et du maintien de liens vivants avec elle-même et les autres, son logement a, semble-t-il, joué un rôle important. Quelques éléments de contexte pour rencontrer Paula. Paula est fille d'ouvrier. Elle a été victime d'une tuberculose à l'âge de 13 ans qui a contraint sa famille à l'isoler des enfants de sa famille et de son quartier durant 5 années. Puis une seconde attaque de tuberculose l'a contrainte à vivre à l'âge de 30 ans, 18 mois, dans le plus strict isolement dans un sanatorium. Dans l'entretien qu'elle m'a accordé au téléphone en avril 2020, Paula raconte comment elle a fait face à la rupture de ses liens sociaux et personnels durant ce confinement, en prenant conscience qu'elle vivait non pas la répétition du passé et ses 2 isolements forcés dans sa jeunesse, mais une aventure inouïe. En effet, il lui a fallu affronter, outre la perte de sa liberté,
le redoublement de l'enfermement dans le corps et la vieillesse par l'enfermement chez soi et la peur d'attraper une maladie fatale. Irving Yalom, psychiatre et thérapeute américain, distingue 3 formes vécues de l'isolement. L'isolement intrapersonnel, qui est se couper ou être coupé d'une partie de soi. L'isolement interpersonnel, se couper des autres ou être coupé des autres. Et puis l'isolement existentiel, être confronté à la liberté et à la mort. Je vais suivre cette grille de lecture pour vous présenter le parcours de Paula dans cette aventure qui a été pour elle le confinement et le maintien des liens. Alors sur l'isolement intrapersonnel, donc au fond, être coupé de soi ou se couper de soi. Le confinement et surtout la présence du virus générant une situation de crise ont obligé Paula à faire face à une organisation de sa vie quotidienne qui ne fonctionnait plus. En effet, l'enfermement dans son logement l'a contrainte à l'occuper de manière complète. Or, depuis plusieurs années, Paula n'utilisait plus la pièce dénommée chambre d'amis. L'exclusion de cette pièce de ses pratiques quotidiennes et de sa pensée, ainsi que sa dénomination dégradée, la chambre d'amis était devenue le foutoir, puis le merdier dans son vocabulaire, évoque sa difficulté à faire face à la disparition de son réseau familial et amical et à sa propre difficulté éventuelle à laisser la place à un tiers chez elle. L'impossibilité à nommer le lieu de manière positive manifeste clairement la difficulté à donner un sens positif à un lieu chargé d'affect, mais aussi à un sentiment de perte que Paula préférait écarter de sa conscience. Le processus de réintégration du lieu dans le logement et de ses affects de perte dans sa vie a pris la forme d'une réconciliation avec la pièce, le choix d'une nouvelle appellation et de l'attribution d'une nouvelle fonction construite en fait sur le lien à autrui et rejoignant en cela la fonction initiale de la pièce. La chambre d'amis, devenue la pièce polyvalente, accueille désormais les cadeaux en attente et les boutures et semis de plantes pour les amis. Elle est redevenue vivante, comme les parties douloureuses liées à la mort des proches en soi se sont transformées de manière positive. Mais la lutte contre l'isolement intrapersonnel a aussi pris la forme d'une attention aux besoins de son corps et de son esprit à travers le déploiement d'activités qu'elle ne faisait plus. Par exemple, le ménage, puisque son auxiliaire de vie n'est plus allé la voir pendant plusieurs mois, et à la mise en place d'une organisation temporelle qui a permis de maintenir un cadre. Elle m'a expliqué comme ça qu'elle faisait du 4x4, comme des autres font alors pas de la voiture, mais le temps partagé. Donc 4 grands temps dans sa journée, monter 4 fois ses escaliers, puisqu'elle habite au premier étage sans ascenseur, avoir 4 temps spirituels de prière, 4 repas et la répartition d'activités en 4 temps. Et ce cadre temporel offre une variété des activités en temps de confinement, 16 activités différentes qui s'enchaînent et offrent une certaine diversité dans leur répétition. Les 4 temps de Paulette sont aussi articulés à quelque chose de très précieux à savoir quand on est en lien avec elle, c'est l'usage de ses appareils auditifs et à ses besoins de récupération. Il y a par exemple les temps vécus en écoutant et les temps vécus sans écoute possible. Par exemple, de 13 à 15 heures et le soir, elle débranche ses appareils et n'entend absolument plus rien. Et ce sont des moments où elle se coupe volontairement du monde. Sans ces appareils, elle ne peut plus entendre ni être jointe. Elle n'entendrait donc pas ni la sirène des pompiers, ni les voisins frappant à sa porte, par exemple. Mais elle prend ce risque de coupure du monde en conscience et retrouve en contrepartie chaque jour l'immense bonheur procuré par l'expérience quotidienne et du silence intérieur et de la parole des autres. Ses amis les plus proches, qu'elle joint essentiellement par téléphone, connaissent ses habitudes et les moments où elle dort et se repose. Isolement interpersonnel. Jusqu'au confinement de mars 2020, Paula est une femme, malgré son grand âge, qui est prise dans un réseau dense de relations et d'activités qui sont pour l'essentiel amicales et spirituelles, puisqu'au fond, la plupart des membres de sa famille sont aujourd'hui décédés. Elle vit donc à l'échelle de son quartier. L'arrêt brutal de ces relations l'a invitée à mettre en place un plan, on peut dire que c'est une stratégie quasi militaire, de maintien des contacts. Elle dresse une liste d'une 50aine de personnes qu'elle voit plus ou moins régulièrement et décide de les appeler et de leur laisser des messages. Elle se lance dans ce qu'elle appelle une campagne de veille. Mais elle s'expose aussi à des déceptions, notamment de personnes dont elle se sentait proche, mais qui s'avèrent négligentes ou oublieuses. Par exemple, un homme qui fait partie de son groupe biblique s'est réfugié dans sa propriété en Bourgogne dès les premières semaines du premier confinement et ne reprendra jamais contact suite à son message laissé. Elle en a gardé une certaine amertume. Mais elle découvre que tout comme elle veille sur des personnes, d'autres veillent et prennent soin d'elle. Le téléphone, qui est une aide technique et technologique très importante pour cette dame, acquiert un rôle central car elle téléphone souvent et longuement. Un second outil technologique lui permet de lutter contre l'isolement personnel.
interpersonnelle, la radio. Elle change ses habitudes d'écoute pour ne pas être submergée par les mauvaises nouvelles des chaînes d'information et répartit son écoute sur différentes radios en fonction de ses centres d'intérêt. Radio Vatican pour les temps spirituels et l'ouverture au monde, France Culture pour les débats économiques et politiques, puisque tant qu'elle en est encore capable, elle souhaite absolument se tenir informée de l'avancée économique et politique de la France. Un troisième outil de communication apparaît, que vous connaissez tous ici, et qui est aussi un lieu spécifique du logement, la fenêtre. Les applaudissements aux soignants sont l'occasion pour Paula de découvrir que la fenêtre n'a pas pour seule fonction l'aération et l'entrée de la lumière, mais aussi qu'elle offre la possibilité de regarder le monde, ce dont elle ne se prive pas, observant comment les gens intègrent ou non les gestes barrières, comment les gens vivent dans les immeubles en face de chez elle, nouant des relations signées, au sens de la langue des signes, avec une famille en face de chez elle. Le palier de son étage joue aussi un rôle important. Le sac accroché à la porte permet à des amis de venir déposer des préparations culinaires et des gâteaux. Isolement existentiel. La lutte contre l'isolement existentiel est plus complexe à saisir car il s'agit de mouvements très personnels et très intimes. Toutefois, Paula donne à voir et à entendre comment elle a fait face à un risque vital et affronté la possibilité de la liberté et de sa liberté et de la mort et de sa mort. Ayant vécu l'expérience de la maladie grave et de l'isolement forcé à 2 moments de sa vie, sa première réaction a été de dire « j'en ai vu d'autres ». Elle connaît d'expérience la restriction des relations sociales et de l'espace de vie. Remontant le fil de cette vie, elle a revu la chambre du sanatorium, puis la chambre de ses parents, la petite cour de la cité ouvrière où elle était assignée à résidence. Mais loin de s'arrêter à ces étapes douloureuses et contraignantes, l'expérience qu'elle a retrouvée en elle est celle de la petite fille, non malade, heureuse, créative et turbulente, qu'elle pensait perdue à jamais. De retrouver en elle cet enfant lui a fait refuser le terme de guerre du président Macron, qu'elle a transformé en terme de résistance. Elle a décidé de faire ce qu'elle a considéré comme une crise de vie en tant que résistance. Déplaçant son regard, la présence du virus, le risque fatal pour elle si elle l'attrapait, et le fait de désirer vivre ont changé son regard sur son logement, son environnement immédiat, le monde et donc elle-même. Il ne faut pas imaginer cette conversion du regard comme exempte de peur, bien au contraire. Prendre sur soi la responsabilité de sa liberté et celle de sa mort ne vont pas sans peur, mais les stratégies mises en place en elle, dans son logement et dans ses relations avec les autres, lui ont permis d'affronter cette peur et de la voir, comme elle le dit, s'estomper. Alors, ce qui est très intéressant dans cette aventure, c'est que la recherche m'a mis en contact avec Paula et m'a permis, grâce à sa confiance et désormais son amitié, d'accéder à une part de son intimité. Mais le confinement a changé profondément la nature de notre relation. Tout au long de cette première période déstabilisante de mars et avril 2020, j'ai fait partie de la liste des personnes que Paula veillait et je me suis mis à mon tour à veiller sur elle. Je me suis alors rendu compte que seul l'intérêt pour l'autre, la confiance réciproque et une connaissance fine des capacités et limites des personnes elles-mêmes à lutter contre les 3 dimensions du vécu de l'isolement pouvaient soutenir une action de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Si les 2 premières dimensions, intra- et interpersonnelles de l'isolement, s'articulent assez bien avec le bénévolat, évidemment, la 3e dimension existentielle, celle qui fait que chacun d'entre nous affrontons la question de la liberté et de la mort, va exiger des bénévoles des capacités, une écoute qui n'est pas pour tout le monde. Cette écoute affinée de l'autre et de ses propres ressentis à la parole de l'autre, cette exploration de la signification de ses propres ressentis sont pour moi les seuls garants d'un véritable soutien à l'isolement vécu. Ce soutien ne viendra pas combler un manque ou un vide, mais le qualifier, le mettre en mots, se réconcilier avec lui et s'ouvrir avec l'autre au présent de la relation, un présent qui se suffit à lui-même et que seule la perspective du prochain rendez-vous fait tenir. Merci. Merci Pascal Dreyer pour votre témoignage, votre intervention. Je pense qu'encore une fois, il y aura pas mal de questions qui viendront au bout de ces quelques minutes. Nous allons maintenant accueillir Marie Gourion, coordinatrice de l'association Le Paris Solidaire à Lyon, qui est une association spécialisée dans la cohabitation intergénérationnelle. Je vous en prie, installez-vous. Et qui va nous faire un retour sur l'activité de l'association, ses constats et puis ses actions en temps de crise Covid. Bonjour à tous, merci à la ville de Lyon et à chacun d'être présent ici pour ce temps de partage. Le témoignage qui
La prise de parole précédente était très, très émouvante et fait vraiment des échos forts avec l'activité que nous portons au Paris Solidaire Lyon. Le PowerPoint va arriver, d'accord. Donc le Paris Solidaire Lyon, c'est une association qui existe depuis 2005, donc ça fait 15 ans, et qui propose des cohabitations intergénérationnelles, c'est-à-dire mettre en lien des jeunes de moins de 30 ans avec des personnes de plus de 60 ans pour vivre ensemble au domicile des aînés. C'est une association qui va se présenter tout au long de ce parcours des cohabitations, de la rencontre des jeunes, la rencontre des seniors, comprendre avec eux quels sont leurs besoins et leurs désirs, puisqu'on va bien être sur ces deux dimensions, et voir comment ensemble, ensuite dans cette rencontre au quotidien, se vivre ensemble qui ne peut pas être plus fort qu'en habitant au quotidien chez l'autre, accueillir l'inconnu chez soi, c'est ce que vont faire les aînés. Tout ce parcours ensemble va donc être accompagné. Ça va permettre aux jeunes aussi d'accéder au logement. Aujourd'hui, la situation est compliquée pour la plupart d'entre eux dans une grande ville comme Lyon. Et donc, cette solution va vraiment, d'une part, bénéficier aux jeunes et d'autre part, bénéficier aux aînés, contribuer au bien vieillir, à ce maintien à domicile qui est un désir très prononcé chez les aînés. Et c'est vraiment cette solution qu'on propose qui va permettre à chacun d'évoluer dans son parcours. On a plusieurs types de cohabitation, des cohabitations solidaires, des cohabitations conviviales qui vont varier selon le degré d'autonomie des personnes accueillantes. Donc, les jeunes vont pouvoir s'engager sur des temps de présence en soirée, la nuit, vraiment dans cette idée de cette attention qui a été nommée juste avant, c'est-à-dire quel regard au quotidien je peux porter sur l'autre. Et ce regard bienveillant, attentif et stimulant va permettre à chacun, dans l'étape de vie où il est, puisqu'entre 60 et 95 ans, bien évidemment, les désirs, les besoins ne sont pas les mêmes, mais ça va vraiment permettre d'accompagner ce parcours dans l'âge. On a des étapes qui vont aller ensuite jusqu'à l'accompagnement, bien sûr, de ces binômes et une vie associative qui va permettre d'aller au-delà de la réponse en termes de logement et de présence. Mais ça va être aussi qu'est-ce qu'on partage ensemble en tant que citoyens, comment on se nourrit les uns et les autres. Donc, c'est des ateliers informatiques, lecture, couture, qui vont permettre à chacun d'apporter sa compétence, son expérience, et de ne pas avoir un sens univoque, mais que les choses puissent aller dans les deux sens. On a à s'apporter en retour. On a aussi des hébergements solidaires, donc des liens avec des bailleurs sociaux, avec des résidences autonomie. Les jeunes vont pouvoir habiter au sein de structures ou d'appartements avec les bailleurs et apporter une présence aussi, en étant des voisins attentifs, apporter une présence bienveillante aux aînés et essayer de faire vivre ces lieux, ces résidences par des actions communes. Les apports, ils sont partagés sur certains aspects. Ce sentiment d'utilité, il est souhaité par les jeunes et par les aînés. Dans ce projet-là, il est partagé. C'est cette notion d'ouverture et d'enrichissement par la différence. Alors, la différence d'âge, mais souvent aussi de culture. On accueille beaucoup de jeunes étrangers. Et cette notion de sortie de l'isolement qu'on rapporte souvent aux aînés, mais qui va concerner largement aussi les jeunes, qui, c'est peut-être moins dit, mais souffrent aussi de situations de solitude, qui est même bien différente, puisque pas nourrie par un parcours et une histoire, et qui arrivent à un moment de leur vie de construction. Donc, dans cette cohabitation, on va essayer de répondre et d'accompagner ces besoins-là. Du côté des seniors, avec la perte d'autonomie, bien évidemment, la présence des jeunes va permettre d'être rassuré dans son quotidien par cette présence et ces temps de partage qui peuvent être sur les repas et sur d'autres temps. Ça va se construire aussi de façon très particulière dans chaque binôme. Il n'y a pas de formule qui sera la même pour tous. Ça peut être un vrai soutien aux aidants familiaux. Bien évidemment, les jeunes ne vont pas venir en remplacement ni des professionnels de l'accompagnement au domicile, ni des familles, mais bien en addition.
Et c'est toute une communauté d'êtres et d'agissants qui va se créer autour de la personne. L'alimentation, qui est un terrain qu'on voit aussi évoluer avec la cohabitation, tant pour les jeunes que pour les seniors. Partager un repas, être ensemble, être dans ce moment spécifique à goûter à deux, c'est aussi ce que la cohabitation va permettre. Alors, au niveau de la situation liée à la Covid, on a fait, nous, plusieurs constats. On s'attendait à ce que des seniors, des adhérents qui sont historiques aussi, puisque pour certains d'entre eux, ils peuvent être avec nous depuis 5 ans, 10 ans, voire depuis la création. On craignait qu'il y ait une interruption dans les accueils de jeunes, et ça n'a pas été le cas pour aucun adhérent. Donc, on a été vraiment surpris par ce désir affirmé de continuer à accueillir, bien évidemment, parfois en réorganisant le quotidien, en prenant en compte les gestes qui s'imposaient à nous, les attentions. C'était aussi l'occasion dans chaque binôme de parler de cette situation, de parler de ses peurs, de ses besoins, de ses impératifs. Et dans cette parole-là, de pouvoir déterminer au sein de chaque binôme quelle était la façon qu'ils allaient adopter dans leur quotidien pour pouvoir bien vivre ensemble dans cette situation particulière. On a même eu une augmentation des demandes des accueillants. Bien évidemment, la situation a mis en lumière les isolements et les solitudes. Peut-être que les familles se sont aussi plus emparées de ces sujets et qu'il est devenu évident qu'on avait besoin et envie de l'autre en prenant soin de soi, mais que cette notion-là n'était pas à la marge et qu'elle était au cœur des vies de chacun. Donc, les demandes ont finalement continué à arriver, voire à augmenter. On a pu constater que la fracture numérique était là et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées via les réseaux, les capacités comme ça de se mettre en lien sur Internet, ou même des démarches spécifiques étaient demandées et que ceux qui n'y avaient pas accès pouvaient être mis à la marge. Donc, on a essayé, on le verra après dans les initiatives, d'accompagner aussi ces transformations. Et les jeunes qui sont sur place peuvent être aussi les vecteurs de cet accompagnement et de cet accès à ces outils. Bien évidemment, les périodes de confinement ont poussé les binômes à vivre ensemble de façon plus resserrée. Certains jeunes sont rentrés dans leur famille ou ont fait quelques allers-retours quand c'était possible. Mais pour ceux qui sont restés, c'était une présence accrue avec des aspects positifs. Et puis avec ce que chacun a pu connaître, la difficulté aussi d'une présence soutenue et permanente avec l'autre, mais je crois, ça a été l'occasion d'échanges et d'évolution pour chacun. On était aussi confronté à soi, confronté à la situation, mais confronté à l'autre. Et c'était la possibilité, je crois, pour certains aussi d'un dépassement et d'une capacité à s'ouvrir peut-être encore plus largement. Les initiatives qu'on a essayé de porter pour accompagner cette période, alors un document qu'on a joint à la convention qu'on signe au départ des cohabitations, mais qui essayait de revenir sur cette adaptation aux gestes qui pouvaient nous mettre en sécurité les uns les autres, mais qui était un document à partir duquel on établissait un dialogue, et c'est surtout ce dialogue qui était intéressant. Un accompagnement informatique pour ceux qui le souhaitaient et qui en avaient besoin, qui a pu se faire à domicile en prenant soin des précautions, et puis par les jeunes qui vivent au domicile des seniors. Et puis, on a essayé de renforcer, bien sûr, les liens à domicile par une veille, une attention qu'on essayait d'avoir quotidiennement dans notre équipe, par une gazette qu'on a éditée de façon plus régulière. Elle était trimestrielle et lors du premier confinement, elle est devenue hebdomadaire. Chaque semaine, c'était se donner des nouvelles, que chacun puisse aussi témoigner de son expérience. Et je crois que les liens entre les adhérents ont été importants, de pouvoir lire aussi l'expérience des autres, s'en nourrir. Et ça a été, on l'a vu, une occasion pour chacun de peut-être parler de soi, de son intimité, de ce que cette période faisait vivre. Et il y a eu quelque chose qui s'est ouvert aux autres de façon plus nette. Et c'est quelque chose sur lequel on s'appuie aujourd'hui et qu'on aimerait conserver. C'est que ça nous a confrontés et ça nous a demandé à prendre
une parole depuis cet intérieur de soi qui était quand même mis à mal largement par la situation. Donc ensuite, pour nous, bien évidemment, c'est continuer ce projet de mise en lien dans ce quotidien et de solidarité entre les générations qui s'exercent par ce vivre ensemble. Poursuivre dans cette qualité de lien qu'on essaye d'avoir au quotidien par l'équipe salariée, par des bénévoles, par un bureau actif, par des jeunes en service civique aussi qui nous rejoignent. On va et on sent cette attente de se retrouver dès qu'on le pourra en petits groupes, d'aménager vraiment ces espaces, même si c'est peu nombreux, même si c'est court. Chaque chose vraiment prend de la valeur, chaque rencontre, chaque temps passé ensemble a vraiment une importance dans le parcours de chacun. Et puis, valoriser ce projet, permettre aux jeunes de grandir dans leur histoire, de se sentir utiles, de donner comme de recevoir, et permettre aussi aux seniors cette utilité dans la société. Donc, c'est pouvoir leur apporter un soutien, mais aussi leur dire qu'ils sont utiles à la société, qu'ils apportent à la jeunesse, et que tous ensemble, on essaye de faire ce pari, c'est le nom de l'association. C'est un pari qu'on relève chaque jour, et on espère voilà, qu'il grandira, et au moins que chacun saura qu'il existe pour pouvoir s'y lancer ou non. Voilà, merci de votre attention. Merci Marie Gourion pour votre intervention. Nous prendrons également les questions. Vous pouvez rester si vous voulez. Hein. Il va y avoir d'autres intervenants qui vont vous rejoindre immédiatement sur le plateau. Je vous en prie. Le plateau sera un petit peu moins vide, sera plus sympa, je pense. Nous allons maintenant accueillir Lucas Handelberg, qui est pédagogue spécialiste en stratégie sociale par les apprentissages et qui est président de l'association Pontem, et qui vient ici nous présenter. Cette association, elle a pour vocation de faciliter la transmission d'expériences, de connaissances et de compétences entre les générations. Et donc, merci Lucas de venir nous présenter votre association. Bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Nous, l'association La Jeune, très jeune association Pontem que nous sommes, c'est vraiment une belle opportunité que de pouvoir vous avoir toutes et tous face à moi aujourd'hui. Donc, effectivement, en fait, Pontem est une association qui traite de la question des apprentissages intergénérationnels. Donc, je vais vous expliquer de quelle façon et qu'est-ce qu'on met derrière, en fait, tout ça. La première chose, pour vous présenter un peu la démarche, Pontem en fait est organisé, a commencé en fait à agir autour d'un double constat, en fait, un constat d'abord social, celui pour lequel on est rassemblé ici, à savoir la problématique de l'isolement chez les personnes âgées, ou de ce qu'on peut appeler aussi la solitude subie en fait des couches les plus âgées de notre population. Et puis une deuxième mission. J'essaie d'attendre que le PowerPoint soit en place. Excusez-moi. Et puis une deuxième mission qui, elle, serait plutôt sociétale. En tout cas, c'est comme ça qu'on les différencie. Donc voilà, une double mission. Ensuite, la mission sociale donc, que je viens de vous partager autour de la problématique de l'isolement et de comment est-ce qu'on va réussir à lutter, à créer des avancées dans cette direction. Et puis une double mission, et une deuxième qui, elle, est plutôt sociétale. Où en fait, ce que nous, on relève depuis pas mal d'années, c'est une forme de rupture en termes de transmission des apprentissages entre les couches les plus âgées en fait, de notre population et les couches plus jeunes. Nos sociétés, je pense que vous ne l'ignorez pas, sont construites depuis aussi longtemps qu'elles existent sur des transmissions en fait, qui vont des plus âgés vers les plus jeunes, qui sont le fruit d'expériences, de compétences, de connaissances en fait, qui sont héritées et puis transmises. Et en fait, sur ces dernières décennies, on voit certaines formes de rupture à différents endroits en fait, sur ces transmissions. Et nous, on va essayer on pense véritablement que c'est une des problématiques, que cette absence en fait, de transmission crée différentes problématiques dans la société. Donc, on se dit que finalement, cette mission sociale et cette mission sociétale sont les deux faces d'une même pièce. Que finalement, en fait, en réussissant à recréer du lien et recréer des espaces d'apprentissage intergénérationnel, in fine, on va lutter contre les formes d'isolement subies par les personnes âgées. Et puis, de l'autre côté, permettre aux nouvelles générations, aux personnes plus jeunes qui construisent en ce moment la société de demain, de le faire avec un regard peut-être plus éclairé, ou en tout cas avec une forme de recul différent, ce qui permettrait de faire peut-être d'autres choix d'avenir que ceux qu'on a pu prendre à d'autres moments. Alors,
Je suis désolé pour le PowerPoint, normalement, ça se passe, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Du coup, vous pouvez aller 2 slides ou 3 slides plus bas lorsque c'est, avec les 3 flèches, en fait, vous pouvez descendre. Voilà, juste ici, c'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, nous, on essaie de créer des espaces de rencontre. Donc, je crois qu'on est beaucoup à faire ça ici, en fait, donc ce n'est pas très novateur. En fait, évidemment, on est tous ensemble autour de la même question. Comment est-ce qu'on les crée, ces espaces de rencontre, ou comment est-ce qu'on estime qu'ils doivent être menés, enfin, en tout cas, à notre niveau à nous? La première chose, c'est créer des rencontres qui sont détachées, en fait, de la notion de service. Donc, ça ne veut pas dire que d'avoir une relation de service n'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas avoir que ça. Et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes âgées qui, finalement, voient des personnes dans leur journée, rencontrent des personnes dans leur quotidien, mais c'est toujours dans une situation de service. Et qu'ils ont besoin, comme nous tous et nous toutes, d'autre chose, en fait, que d'un rapport de service entretenu entre des personnes qui peuvent les côtoyer dans leur journée. La deuxième chose, c'est de penser de quelle façon on va intervenir. Pour ça, en fait, on repose nos différentes actions sur un socle pédagogique. C'est pour ça aussi qu'on parle d'apprentissage, c'est qu'on essaye de se dire, enfin, on pense sincèrement même que le fait d'être en lien, le fait de se rencontrer, le fait d'échanger, le fait de parler, est nécessairement en fait une source d'apprentissage partagé. Alors, que les apprentissages se valent ou pas, que tous se valent ou pas, c'est une large question, on n'est pas là pour y répondre. Par contre, ce qu'on pense, nous, c'est que par rapport aux besoins exprimés par cette population, les personnes âgées, et en l'occurrence éventuellement aussi par les couches les plus jeunes, on a un besoin de renouer en fait avec des discours qui sont de l'ordre de l'intime. J'entendais parler de ça tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché. Je partage cette conviction que en fait, c'est lorsqu'on rentre dans l'intimité d'autres personnes que finalement on la rencontre vraiment, et que c'est à ce moment-là aussi que finalement on passe en fait des sortes de couches en fait de discussion, des couches d'échanges qui sont en fait là comme des formes d'habitude, et qui finalement sont là pour presque comme des marqueurs finalement d'incapacité en fait à interagir et à être ensemble. Donc pour ça, on s'appuie sur la pédagogie de l'extimité. Alors je vais faire court sur cette pédagogie, juste pour vous la présenter en 2 mots. C'est l'idée de pouvoir réussir à créer des espaces dans lesquels on va extérioriser des choses intimes de soi. Donc, comment est-ce qu'on le fait? En fait, il y a tout un cadre en fait, qui se crée. Donc, c'est une partie de mon métier. Donc, c'est quelque chose que je pourrais développer si vous souhaitez en savoir plus, ou à un autre moment peut-être. Mais l'idée, c'est de former en fait, les bénévoles à des façons en fait, d'être dans une relation, dans une rencontre avec un public, de façon à essayer d'accélérer, de générer, de faciliter, d'encourager en fait, à briser certaines couches de discussion ou de langage qui pourraient être celles d'une habitude et qui finalement n'amèneraient pas les publics à réellement se rencontrer. Je crois que le Paris solidaire en parlait notamment tout à l'heure, c'était, je crois, un exemple un peu de ça. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que évidemment, la plupart de nos aînés sont dans des espaces, sont chez eux, sont dans des EHPAD, dans des maisons d'autonomie. Ce n'est pas toujours évident de faire rencontrer en fait, un public qui, malheureusement, est de moins en moins mobile et de moins en moins présent physiquement en fait, dans différents espaces de nos sociétés. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait réussir à faire ça. Donc, évidemment, c'est en allant les rencontrer directement, mais on ne peut pas tous le faire, bien sûr. Enfin, ce serait génial, mais en vérité, c'est très compliqué. Donc, du coup, on a aussi toute une forme de rencontre qui est médiatisée, en fait. C'est-à-dire que, du coup, les rencontres qui sont, elles, réelles, entre des citoyens et des personnes âgées, quelque forme qu'elles puissent prendre, sont proposées derrière d'être enregistrées, filmées, documentées, etc., de façon à ce que la parole, en fait, des personnes âgées puisse irriguer à d'autres moments, dans d'autres endroits, d'autres façons dans la société. Du coup, je veux bien que vous descendiez sur les actions, s'il vous plaît. Oui, merci. Juste en dessous. Voilà. Donc, de quelle façon, en fait, on peut s'engager avec Pontem, ou de quelle façon, nous, en fait, finalement, on s'engage au quotidien, et comment est-ce qu'on y répond dans l'action? Donc, la première façon d'agir, en fait, dans l'association, c'est de rencontrer, en fait. C'est ce qu'on appelle le premier métier. Donc, je vous disais, on est une association jeune. C'est aussi une des choses qui... Enfin, cette jeunesse, en fait, nous a amené à nous confronter, en fait, très rapidement à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On n'avait pas forcément prévu tout ce qui s'est passé dans l'association. Et en fait, c'était soit on avait 2 solutions, hein, soit on attend, soit on y va, quoi. Et on change notre façon d'intervenir, on repense les modèles d'action qu'on avait envisagés depuis parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on trouve des solutions pour pallier au premier confinement.
Donc, du coup, ces rencontres, elles sont finalement physiques, mais aussi et surtout en ce moment distancées. Je pense que vous imaginez les raisons pourquoi c'est distancé, c'est qu'il est encore aujourd'hui difficile en fait, d'aller directement rencontrer physiquement les personnes âgées. Et puis ensuite, on utilise essentiellement 2 médias que sont l'oralité et l'écriture. Alors du coup, je vais simplement m'arrêter sur une des actions, qui est l'action correspondance, tout simplement parce que c'est celle qui nous amène à être là aussi, et avoir une forme de légitimité, à être présent, parce que finalement, on n'a pas eu l'occasion de vraiment intervenir encore d'une autre façon, étant donné la situation. Les correspondances, en fait, c'est simplement de proposer à des citoyens plus jeunes, mais de tous âges, d'écrire aux personnes âgées. Donc, dans un premier temps, c'était un peu une bouteille à la mer. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on œuvre à notre niveau, il faut qu'on propose quelque chose. Il faut que les gens se racontent, il faut que les gens se rencontrent, il faut qu'ils échangent. On ne peut pas aller dans les EHPAD, on ne peut pas les rencontrer. Il y a d'autres associations qui font ça par le téléphone et c'est très bien. On s'est dit, on peut peut-être trouver autre chose, une autre façon de faire, un autre média, quelque chose qui génère autre chose, qui arrive en complément, en fait. On a pensé à l'écriture et c'est génial parce qu'on est loin d'être les seuls, quoi. Il y a beaucoup d'initiatives qui se sont montées autour de l'écriture dans le confinement. Donc, c'était une bouteille à la mer, des citoyens qui nous écrivaient et nous, on relayait en fait leurs lettres dans les différents EHPAD via les services d'animation, qui après se saisissaient de ces écrits et qui imaginaient différentes façons d'animer, de faire vivre, de discuter, de créer une rencontre de cette façon-là pendant cette période si particulière. Et puis aujourd'hui, ces correspondances, on est passé d'une forme de réaction à la construction d'une action. C'est-à-dire que ces correspondances qui étaient collectives, qui étaient unidirectionnelles, sont aujourd'hui duelles, donc personnalisées, personnelles. C'est-à-dire qu'on a des animateurs, des directeurs d'EHPAD, de structures de résidence autonomie, de la ville de Lyon notamment, mais aussi de villes environnantes, qui nous disent, qui nous envoient des prénoms ou quelques informations sur quelques personnes âgées qui potentiellement pourraient être intéressées par cette forme de rencontre. Et nous, derrière, on va chercher des bénévoles et on leur dit, bah voilà, on peut te mettre en lien avec une personne âgée, voilà son prénom, ou voilà juste ce qu'il a fait un peu dans la vie, ou voilà un peu ce qu'il aime faire, en tout cas dans l'EHPAD. Et puis, la première lettre s'échange, une réponse arrive, et puis ça perdure. On n'avait pas du tout imaginé ça. Donc, c'est pour ça que la crise, elle est complexe, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui naissent, et quelque part, c'est beau, quoi. Enfin, nous, en tout cas, on est assez contents de ça. Donc aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine de correspondants, donc une cinquantaine de binômes, donc une centaine de personnes dans la ville de Lyon essentiellement, qui échangent toutes les semaines quasiment différentes lettres, différents courriers. Je ne peux pas vous dire qui se racontent parce que ça les regarde eux, mais en tout cas, ça a l'air chouette parce qu'ils ont l'air de recommencer assez souvent. Et puis ensuite, autour de la rencontre, on espère qu'il y aura d'autres rencontres qui seront très prochainement physiques, avec les rencontres ex-team et les rencontres qu'on appelle de société, mais je ne m'étendrai pas sur ces deux actions parce que je veux rester sur le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le deuxième métier, c'est faciliter. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont rencontrer, mais il y a aussi des espaces dans lesquels c'est bien de réussir à mettre en lien. Ce n'est pas toujours évident de rencontrer. Ce n'est pas toujours évident de se mettre en lien avec des personnes qui ont 30, 40, 50 ans de plus que nous, qui ont des vies parfois radicalement différentes, des quotidiens radicalement différents. Donc, on s'est dit que c'était une de nos missions aussi, c'est contribuer à ça, à réussir à mettre en lien. Donc, en ce moment, ce qui se passe, depuis le déconfinement de la mi-mai, j'ai plus la date exacte, mais donc il y a un an finalement, quasiment jour pour jour, on a des facteurs en fait, qui se baladent dans la ville de Lyon, qui sont à vélo, qui sont les nôtres, hein, ce n'est pas les facteurs de la Poste, hein, ils n'ont pas la même tenue, mais finalement, ils font le même métier. C'est-à-dire qu'ils recueillent des lettres de citoyens, ils vont les amener dans les EHPAD, ils les apportent à la personne âgée concernée, et puis la semaine d'après, ils vont dans l'EHPAD, ils récupèrent la lettre de la personne âgée, qui a souvent été accompagnée par tout le personnel incroyable qui travaille au quotidien avec ces personnes-là dans les structures que l'on connaît, et puis qui ramène la lettre à l'autre citoyen pour que ces correspondances soient facilitées. C'est un rôle très important, les facteurs, chez nous, parce que c'est aussi le facteur qui crée le lien avec la structure. Donc, chaque facteur, chez nous, a un EHPAD ou une structure autonomie ou un lieu en fait, qui lui est dédié. Et son mandat, sa mission, c'est de créer un maximum de liens avec la structure. C'est de mettre en relation, c'est d'imaginer des actions, imaginer des endroits, des moments, imaginer des choses qui pourraient ouvrir la structure sur l'extérieur, ouvrir sur des individus, faire rentrer des personnes à l'intérieur lorsque ce sera possible. Et puis, du coup, c'est aussi des personnes qui sont formées ou qui se forment, on se forme tous ensemble pour animer différents ateliers, donc toujours autour de l'extimité, toujours autour des questions de société. Hein. L'idée, c'est de ramener en fait, les personnes âgées dans les débats, dans les discussions, qui partagent en fait leur vision sur les choix que l'on doit faire en ce moment dans notre société et les choix très actuels en fait. Voilà.
Et puis enfin, le dernier métier, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui est autour de la médiatisation. Donc là, c'est des personnes qui ont la plupart du temps déjà une compétence assez forte, qui sont des professionnels de différents types de médias, donc autour de la vidéo, de la photo, du podcast, de plein de formes de médiatisation, et qui, elles, vont se saisir des écrits, des rencontres qui pourront être filmées, enregistrées, de la parole, en fait, et qui ont pour mission de l'amener dans différents espaces, dans différents endroits, de façon à ce que des personnes qui n'avaient pas forcément idée de ce que ça pouvait faire, de ce que ça pouvait générer que de rencontrer des personnes âgées, de ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de leurs propos, puissent d'un seul coup se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils auraient peut-être fait pour eux, en fait, ils auraient plutôt tendance à le faire pour les personnes âgées, ils auraient plutôt tendance à le faire pour eux-mêmes, en fait, parce qu'avant tout, c'est ça qui est important. C'est qu'on a besoin d'eux, en fait, et c'est hyper enrichissant pour nous que de les côtoyer. Donc, c'est aussi pour permettre aux gens de se rendre compte de ça. Donc là, voilà, il y a plein de choses qui pourront être mises en place, mais globalement, c'est à ça que se résume ce métier de la médiatisation. Et puis enfin, les sujets en questionnement, parce que évidemment, comme on est une jeune asso, on rentre en fait un peu dans un monde, dans un univers, et nous aussi, même si on est force d'engagement, même si on a parfois de l'expérience sur des sujets qui traitent de tout ce dont on parle aujourd'hui, l'isolement, la solitude, du vieillissement, il y a quand même des choses qui émergent, et la crise est aussi un révélateur de questionnement pour nous, bénévoles de l'asso. Donc on en a en ce moment 3 en fait, qui sont les sujets sur lesquels on cherche à réfléchir au sein de l'asso, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on espère contribuer aussi à apporter des réponses sur différentes questions. Donc la première, c'est celle sur le vieillissement, sur ce que c'est que de vieillir, ce que ça veut dire que de vieillir, ce que ça provoque, et puis aussi le regard que l'on porte sur le vieillissement, sur l'âge. Finalement, est-ce qu'on ne vieillit pas tous les jours? Comment est-ce qu'on parle de ça? Et puis, est-ce que finalement, si peu voir parfois nos personnes âgées aujourd'hui, ce n'est pas révélateur d'une forme de malaise sociétal? Est-ce qu'on est vraiment prêt, nous, à vieillir? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ce qui va se passer? Et puis, le deuxième sujet, je crois que c'est celui qui nous réunit plus spécifiquement, c'est la question de la solitude et de l'isolement. En fait, voilà, tout à l'heure, vous en parliez sur les différentes formes d'isolement dans votre très beau texte. Nous, on essaye de réfléchir aussi très modestement à ces questions de l'isolement et de la solitude. Nous, on parle souvent de 2 formes d'isolement. Donc, l'isolement social, que vous avez détaillé, monsieur, tout à l'heure, très, très joliment, et de façon très intéressante d'ailleurs, surtout. Et puis l'autre, en fait, qui nous intéresse, c'est celui qu'on nomme l'isolement cognitif. C'est finalement l'incapacité cognitive à continuer à créer du lien. Et nous, c'est spécifiquement sur cette couche-là, en fait, de l'isolement qu'on cherche à intervenir dans Pontem. Et puis enfin, la démocratie. Donc, j'emploie le terme de démocratie parce que pour moi, c'est important d'essayer de penser à quel espace démocratique on donne aux populations les plus âgées, en fait, de notre société, et quels espaces de choix il leur reste dans leur quotidien, mais aussi par rapport à ce qu'ils aimeraient voir être mis en place pour les générations futures. Donc ça, c'est aussi un des champs qu'on commence tout juste à investir, qu'on touche du doigt à peine, mais qu'on a à cœur de développer dans les mois et dans les années à venir. Donc voilà, avant de vraiment vous remercier une nouvelle fois très, très chaleureusement pour votre invitation, pour le temps que vous nous accordez, cette tribune magnifique, et puis d'être finalement aujourd'hui un acteur qui participe à toutes ces actions, toute cette volonté forte qu'on partage. C'est voilà, nous, ce qu'on retient de cette crise, c'est que déjà, on est né dedans, en fait, en tant qu'association, qu'on le veuille ou non, on est né dedans, c'est ce qui nous a poussé à l'action, c'est, je crois, ce qui nous pousse aussi à des formes d'action. Donc, on espère bien en sortir, mais quelque part, voilà, de situations de crise, on essaie d'en sortir le meilleur. En tout cas, on fait tout pour. Voilà, merci beaucoup. Merci Lucas Handelberg pour cette présentation. Et avant de passer aux troisièmes intervenants, je vais juste rappeler à nos participants que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et qu'on va y répondre juste après l'arrivée donc de l'intervention de mesdames Sarah Sourpe et Cécile Leclerc, qui sont chargées de la relation avec le public du Théâtre national populaire de Villeurbanne. Et donc après une intervention qui faisait la part belle au contact, une autre intervention qui utilise la relation épistolaire, eh bien on va passer à autre chose qui est un petit peu low-tech, comme on pourrait dire. Alors, dans un monde aujourd'hui très... non, mais c'est bien, on trouve des solutions qui sont
Aujourd'hui, on est dans un monde quand même qui est très, très techno, puisqu'on n'a pas le choix, mais aujourd'hui, au fait, on en profite. Et on va voir qu'il y a d'autres solutions qui permettent un contact tout aussi plaisant. On est low tech. Voilà. Oh, mais j'ai fait la preuve par 9, c'est parfait. Merci à vous tous de nous accueillir et surtout d'avoir pensé à nous sur cette question de l'isolement. C'est vrai que contrairement aux deux autres projets et associations qui ont parlé avant nous, ce n'est pas forcément tout à fait le cœur de nos missions. Ces questions d'isolement, quoique je pense que le théâtre, c'est un art qui ne peut pas se vivre sans l'autre. Et en ça, on a nous aussi dû inventer des choses dans cette crise sanitaire. Alors, le projet dont on va vous parler, ça s'appelle Voyage au bout du fil. Et c'est un projet donc, qui est né au moment du premier confinement, donc en mars 2020, qui a pris quelques semaines à se mettre en route, puisqu'il n'était pas forcément pour nous tout à fait évident de pallier à la disparition finalement du plateau de théâtre, du lieu théâtre qui fait rassemblement, qui fait partage de cet art. On a eu connaissance d'autres initiatives finalement de théâtre. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau numérique, vous l'avez tous noté. Et ce n'était pas forcément quelque chose vers lequel on voulait aller. Du coup, on s'est beaucoup interrogé sur ce qu'il était possible de faire. Et là, on a été, pour y répondre, à l'écoute finalement des relais sur le territoire qui nous entoure, notamment donc Villeurbanne. Et on nous a très clairement sollicité pour inventer quelque chose qui serait de l'ordre du théâtre, peut-être par téléphone et tout ça. Il y avait d'autres dispositifs qui existaient au niveau national et qui, pour autant, ne nous correspondaient pas complètement. On a assez longuement réfléchi à la forme que ça pouvait prendre, parce que pour nous, il n'était pas question forcément de s'adresser, encore une fois, aux gens qui connaissent très bien le TNP, le théâtre, notre lieu, qui se seraient connectés sur Internet, qui auraient réservé un créneau horaire avec des comédiens qui auraient fait bénévolement une lecture de texte et donc leur métier. Et ça nous a demandé comme ça un temps de recul pour savoir auprès de qui on avait envie de s'adresser et qu'est-ce qu'on avait envie de porter dans ce dispositif. Du coup, finalement, on a quand même réussi à sortir de cette crise. Et c'est nos relais et c'est nos partenaires habituels et le tissu associatif, social avec qui on a l'habitude de travailler qui nous ont permis d'y répondre. Et là, c'est en tout premier lieu les petits frères des pauvres qui ont été aussi très mobilisés et mobilisateurs. Du coup, alors, Voyage au bout du fil, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est 4 semaines où un comédien appelle un auditeur, un bénéficiaire, on n'a pas encore tout à fait trouvé le nom, mais quelqu'un qui va l'attendre, qui a un rendez-vous dans sa semaine et qui va passer une demi-heure au téléphone avec cet artiste. Le rendez-vous au téléphone se passe en 2 temps. Il y a un temps de lecture artistique, poétique, d'œuvres littéraires. On a un petit peu affiné le champ et les corpus au fur et à mesure de ces actions. Aujourd'hui, on a vraiment mis en œuvre un corpus qui est le corpus artistique autour duquel le TNP fait sa programmation. Donc, on va retrouver vraiment les poètes que l'on peut entendre tout au long de l'année dans nos murs dès que les portes seront ouvertes. Ça nous a aussi permis de faire vivre d'une façon particulière, mais la saison et les auteurs qu'on aurait dû entendre résonner au plateau. Donc il y a ce temps-là qui est à peu près d'une quinzaine de minutes et qui n'est pas forcément que sur un seul texte. Là, c'est Sarah qui a aussi travaillé à la constitution de ce corpus. Oui, tout à fait. En fait, le comédien change de texte toutes les semaines et des fois même, c'est à travers cette rencontre avec l'auditeur que du coup, il va aussi orienter son choix dans le corpus. Donc, il y a toute une présentation qui se fait. Et puis ensuite, il y a 15 minutes d'échange, de discussion
Alors, qui vont vers soit la matière du texte ou une thématique, soit un état d'esprit dans lequel se trouve la personne, son écoute, qui a été plus ou moins attentive, ce qu'elle a reçu. Et en tout cas, il y a un temps comme ça de discussion très intime qui se crée. C'est drôle parce qu'en vous entendant tous, finalement, on arrive en dernier, mais on se rend compte à quel point et le téléphone, cet outil un peu low-tech, est finalement mais essentiel et crée un endroit d'intimité. On a eu beaucoup de témoignages à cet endroit-là, c'est-à-dire que les gens ne se voient pas. Et il se passe dans la voix et de l'acteur, dans les mots qui sont choisis, qui sont des mots voilà, de poète, hein, quelle que soit la forme, quelque chose d'extrêmement intime, doux, parfois dense et cruel. On a essayé quand même de choisir des textes au fur et à mesure un peu légers, un peu drôles, un peu quand même de ne pas laisser les gens dans une morosité trop grande. Mais il y a quelque chose, oui, de l'ordre de l'intimité du mot, mais de l'intimité aussi du son de la voix qui est finalement précieuse et que l'on trouve aussi quand on va au théâtre et qu'on est finalement seul au milieu de tous en train d'écouter tout ça et de recevoir tout ça avec qui on est. Oui, et pour appuyer un peu le propos de Cécile, justement, on a recueilli des témoignages de comédiens et de participants. Et notamment, je voulais vous en faire partager un du comédien Colin Ray, qui dit que, en fait, j'ai ressenti au cours des appels le poids de la solitude. Souvent, des personnes avaient besoin de parler de leur situation, d'échanger avec quelqu'un au-delà de vivre une expérience proprement théâtrale. Même s'ils accrochent bien avec un texte, finalement, on sent que cette lecture est aussi un prétexte pour eux à la discussion. Cette expérience de l'intime est d'ailleurs aussi théâtrale. Voilà. Tout à fait. On a eu plein de témoignages comme ça. Donc, ce temps d'une demi-heure, il va se reproduire pendant 4 semaines. Donc, pendant 1 mois, la personne va être dans ce lien avec cette personne. Et la durée de 4 semaines est nécessaire. On peut se poser la question de est-ce que ça pourrait être plus. En tout cas, c'est quand même un investissement pour les gens qui reçoivent cet appel. Et donc, c'est bien aussi que ce soit dans une durée connue et qui se finisse dans le temps, puisque on sait que pour certains, il y a eu besoin aussi de se mobiliser. Alors, pour réussir à mobiliser, puisqu'en fait, on s'adresse à une trentaine, une quarantaine de personnes, ça dépend des sessions qu'on a pu faire. La première, on avait 40 personnes. Chaque comédien a 10 personnes, donc 10 appels dans la semaine à faire. Et donc, voilà, ça veut dire qu'il y a tout un travail de préparation pour être sûr que la personne sait à quoi elle s'engage. Et là, c'est vraiment Sarah aussi qui est la cheville ouvrière de ce dispositif. Tu peux peut-être nous dire un peu comment Oui, tout à fait. Alors moi, donc j'appelle tous les participants un par un et j'essaie un peu déjà de définir un profil que je vais ensuite détailler aux comédiens. Je définis ce profil pour évaluer un peu aussi la pertinence et les apports de ce projet envers la personne, la situation dans laquelle elle est, et puis aussi, bien sûr, les niveaux de langue, parce qu'on sait aussi ensuite que le comédien va s'adapter un peu aussi à ces profils différents. Voilà. Ouais. Et puis, il y a tout un travail encore en amont de réseau, c'est-à-dire que le groupe de 40 personnes, on va le constituer avec différentes associations ou centres sociaux. La première édition, on l'a faite avec un centre social ou 2 même de Villeurbanne. Un centre Un social. centre social, donc les Petits Frères des Pauvres. Qui est-ce qu'on avait d'autre? On avait le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Voilà. Et tous ces acteurs, on a vraiment décidé de travailler avec eux aussi pour être dans cette militance de gens qui n'ont pas forcément d'outils numériques à la maison, qui ont effectivement cette solitude ou cet isolement qui est avéré. Mais pour nous, c'était vraiment important d'aller aussi vers eux et c'est un outil qui finalement s'avère être formidable puisque ce sont des gens qui ne viennent pas au théâtre habituellement. Voilà. Et puis ça a vraiment, je crois, créé des vrais liens intergénérationnels puisque nos comédiens sont encore en activité, donc par la force des choses sont plus jeunes. Et il y a eu de vraies relations. On a une comédienne qui a témoigné en disant telle personne, c'est comme si elle était devenue ma grand-mère, quoi. On a une intimité qui est bien plus importante
qu'avec quelqu'un de sa propre famille. D'ailleurs, là, c'est très difficile des fois pour les comédiens, même de voir cette frontière entre le personnel, l'intime et à côté l'artistique. Et pour elle, par exemple, ça a été très difficile de quitter cette grand-mère et de se dire non, ça reste dans le cadre du projet et je ne peux pas sortir de ça. Voilà. En tout cas, après, ça leur appartient. On a aussi eu un grand sentiment, mais vous l'avez tous les deux dit aussi par ailleurs, de valorisation mutuelle. C'est-à-dire que oui, la personne que l'on appelait se sentait importante, puisque en plus, on est une grande institution théâtrale, on ne va pas se le cacher, et que quand bien même ils ne fréquentent pas forcément le théâtre, ils se disent un comédien du TNP va m'appeler. Et pour certains, ils ont témoigné de ça auprès du relais ou social ou associatif en disant je suis important au point que j'ai un rendez-vous avec un comédien du TNP. Donc ça, c'était très important. C'était une belle surprise pour nous. Mais à l'inverse, tous ces comédiens qui étaient un peu en déshérence à cette période-là se sont aussi sentis très, très valorisés puisque attendus. Quelqu'un les attendait. Et c'est vrai qu'au théâtre, les gens viennent les voir, achètent leur place et sont là. Il y a effectivement toujours un peu d'inquiétude quant au fait que le public soit au rendez-vous, mais quand même, là, c'est un avec une autre personne, c'est un face-à-face. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais toujours est-il que pour eux, à cette période où finalement personne, leur activité n'était pas nécessaire ou n'était pas essentielle, eh bien, ils se sentaient tout d'un coup attendus et nécessaires. Et ça, je crois que ça a fait aussi beaucoup de bien. Je ne sais pas par où on part. Et puis, c'est vrai que vous avez été... Oui, non, juste pour appuyer aussi ce propos-là, justement, la comédienne Laurie Besson nous a fait un petit témoignage. Elle nous dit « Beaucoup de personnes attendent notre appel avec impatience. Ils sont très volontaires. Difficile quelquefois de prendre de la distance sur le plan émotionnel, car on peut s'attacher très vite aux personnes. Beaucoup abordent leur intimité. C'est très marquant. On ressent rarement comme ça les choses dans une vie. C'est rare d'éprouver autant de générosité de la part de quelqu'un. » Voilà, donc ça appuie aussi ce que tu dis par rapport au sentiment un peu de valorisation mutuelle. Voilà, en gros, c'est vraiment les contours de ce projet. On en est à la 3e session. C'est vrai qu'on a commencé à vraiment s'adresser à un public de personnes âgées isolées, puisque c'était l'urgence en mars 2020. La situation, elle a aussi évolué et on a aussi allé vers un public plus jeune, un public d'étudiants, qui, pour la dernière session en février 21, finalement, était très pointé comme étant un public en difficulté et en détresse. La situation perdurait. La vie étudiante foisonnante qu'on a pu tous connaître, finalement, pour eux, était juste un fantasme. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec des jeunes gens en cité universitaire, avec une promiscuité qui faisait qu'en fait, ils n'avaient pas forcément les moyens de rentrer chez eux, étaient finalement aussi très seuls, pourtant dans des immeubles, dans des collectifs où ils sont très nombreux, mais et où finalement la solidarité entre eux n'était pas forcément si aisée. On avait vraiment des jeunes en situation d'isolement. Et les comédiens, en tout cas, et comédiennes, hein, qui sont intervenus tout au long de ces différentes sessions, ont tous témoigné du fait de l'intérêt de finalement varier aussi ce public et d'avoir au téléphone parfois des personnes âgées, mais aussi parfois des étudiants qui ne vivent pas les mêmes choses et qui pour autant, comme nous tous, sont des humains et ont ce besoin de l'autre, mais aussi ce besoin d'intimité. Donc, voilà, je crois que l'intergénérationnel, c'est entre la personne qui est au téléphone et celui qui reçoit ce coup de fil, mais c'est aussi à l'intérieur du projet même quelque chose qui peut se penser. Et je crois que vous avez, vous aussi, témoigné, nous conforte dans le fait qu'il n'y a pas forcément un cadre défini et une adresse spécifique à avoir pour les uns ou pour les autres. La question de l'isolement, elle est à partager. Voilà, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui avec l'état du projet à l'heure actuelle, c'est qu'on s'est posé la question d'une restitution ou d'une résolution physique de ces relations téléphoniques. Il y en a qui ont très, très envie.
de venir au théâtre, de rencontrer leur comédien ou leur comédienne. Et puis, il y en a qui n'ont pas du tout envie parce que finalement, il s'est joué des choses derrière dans ce téléphone, voilà, d'intime, très certainement, qui font que s'ils se baladent dans la rue demain, en fait, personne ne les reconnaîtra et c'est très bien comme ça. Donc, on pense encore à la suite. C'est vrai que ce dispositif a pu être fait parce que aussi les acteurs étaient présents. Alors, on a eu vraiment à cœur de rémunérer les acteurs qui ont travaillé à ça. C'est aussi un travail de prendre un texte poétique et de le rendre accessible. Hein. C'est pas non plus complètement simple tout le temps. Donc, on a besoin d'eux pour ça. Oui, il y a un long travail de préparation, justement. C'est leur métier. Maintenant, comment est-ce que tout ça peut perdurer? C'est vraiment un de nos enjeux pour réussir à faire 2 ou 3 sessions par an. Ce serait notre objectif. Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour votre intervention. Vous avez déjà répondu à une de mes questions, mais ce n'est pas grave, je la reposerai pour d'autres intervenants, mais vous pourrez revenir dessus comme ça. Est-ce qu'on a déjà des questions dans le chat? Et puis, je vais demander à Pascal Dreyer de revenir nous rejoindre pour qu'on puisse avoir tous nos intervenants sur le même plateau en même temps. Cassandre, est-ce qu'on a des questions? Alors, pas de questions, mais du coup, on a eu quand même quelques remerciements. Donc, merci Monsieur Dreyer pour le témoignage magnifique et bouleversant de Paula, de Laure Deschamps. Et puis, on a eu aussi Delphine Lemarié qui nous dit très émouvant et touchant ce témoignage de Paula. Merci pour le partage. Voilà. Et puis, donc, pour les retardataires, on va un petit peu vous représenter. Si on a eu quelques retardataires, donc on a eu Pascal Dreyer qui est intervenu en premier. Ensuite, nous avons eu Marion Gourion, pardon, excusez-moi. Marion Gourion. Marie Gourion, excusez-moi, pour le Paris solidaire. Ensuite, nous avons eu donc Pontem, et là je risque encore d'écorcher le nom, Lucas Endelberg, c'est parfait. Et puis enfin, donc, les 2 dernières interventions qui étaient donc de Cécile Leclerc et Sarah Sourp du TNP de Villeurbanne. Pas de questions dans le chat, donc elles viendront peut-être au fur et à mesure. Alors moi, j'ai une question. Vous avez commencé à y répondre, mais je pense que vous pourrez peut-être revenir dessus. Le thème du jour, c'est face à la Covid, tous solidaires, et après. Alors j'ai envie de vous dire, vous, comment vous comptez faire perdurer vos actions que vous avez mises en place lors de cette crise sanitaire? Comment vous voyez cette sortie de crise et comment vous pouvez éventuellement soit la poursuivre, la faire perdurer? Ça vaut aussi le coup d'avoir l'intervention de M. Dreyer aussi sur la coordination du réseau et l'impact que ça peut avoir aussi sur l'habitat, sur votre expérience au quotidien. Qui veut prendre la parole en premier? Alors, peut-être très vite, pour parler de Paula, Paula m'a expliqué très clairement, puisque je suis toujours en lien avec elle, elle est toujours prise dans le processus de recherche et je suis pris dans la relation avec Paula, les témoignages de solidarité dont elle a eu l'expérience pendant le premier confinement avec des inconnus se sont arrêtés. C'est-à-dire que les inconnus qui se préoccupaient de cette dame très âgée à l'échelle du quartier se sont arrêtés. Son souci pour elle, c'est de dire, est-ce que les gens qui me disaient bonjour à la fenêtre me diront bonjour quand je serai dans la rue? Les gens ne lui disent pas bonjour dans la rue, dans son quartier. Ils continuent de lui faire des petits signes à la fenêtre, mais la distance sociale est maintenue très, très fortement. Voilà ce que je pense pouvoir dire. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que globalement en France, donc ça c'est plutôt avec l'ensemble des recherches que nous menons à Leroy Merlin Sources, les Français ont découvert, quel que soit leur âge, l'immense insatisfaction qu'ils ont vis-à-vis de la production du cadre bâti depuis les 50 dernières années, notamment les appartements jour-nuit, qui ne sont absolument pas faciles à vivre quand on est confiné. Et donc, il va certainement y avoir de grandes réflexions qui vont être conduites à la fois par les Français eux-mêmes en termes de réaménagement, et puis tout simplement, chez les grands constructeurs, il y a des réflexions en cours très importantes qui travaillent à la fois sur l'espace intérieur du logement, sa distribution, son organisation, mais également sur toutes les pièces mutualisées, puisqu'on se rend compte qu'on aura besoin, en cas de crise sanitaire ou en cas de nouvelle crise, on aura besoin d'espaces mutualisés, et pas sur le mode simplement du travail, mais aussi sur le mode des relations sociales. J'en profite juste pour rappeler qu'il y a un très bon livre qui est paru, un livre blanc qui est paru chez Leroy Merlin Sources, qui est gratuit, hein, qui se situe, je crois, sur Internet et qui peut être édité. Moi, je suis en train de le bouquiner en ce moment sur l'impact justement de... Ça s'appelle Métamorphose du chez-soi. Merci. Donc, c'est tout à fait adapté à la crise. Il suffit d'aller sur le site et on vous l'envoie très volontiers gratuitement.
j'avais posé une question. Est-ce que vous voulez continuer sur cette question-là? Peut-être sur l'après, nous, Ouais. ce qu'on retiendra, c'est la capacité de métamorphose que chacun a eue pendant cette période, avec un temps d'introspection et puis cette réalité du besoin qui se situe à des degrés différents pour chacun, mais de la nécessité d'être ensemble, quel que soit l'endroit où on peut le vivre, dans cette intimité au téléphone et ce son de la voix, dans un regard, dans un geste, dans un quotidien partagé, qu'il y a 1000 manières de faire vivre ça, mais je crois qu'on a tous, on est tous descendus un petit peu à l'intérieur de soi pour aller chercher l'autre, et que ça, c'est un apprentissage qu'on a fait et sur lequel on peut s'appuyer pour la suite et ne pas l'oublier et continuer à faire germer ce désir de l'autre dans cette attention et la délicatesse de l'attention dans toutes les démarches qui sont proposées ici et que sûrement les gens partagent et vivent aussi derrière les écrans là. Elle est devenue très, très lumineuse et très prégnante pour notre avenir, je pense. Oui, de la même façon, on imagine la suite en fait depuis le début. En fait, très très rapidement, en fait, on n'avait pas du tout envie de. Enfin, c'était même impossible de pas vraiment se projeter, quoi. C'était déjà, on savait pas que ce serait si long, donc on s'est projeté presque trop tôt, en fait, dans l'après. Mais en fait, un peu comme ce dont vous témoignez, nous, on a beaucoup de personnes âgées qui demandent maintenant à rencontrer en fait leurs correspondants. Donc c'est assez c'est chouette, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est bon les lettres maintenant, c'est bien, mais on veut les voir, quoi. On veut des gens. Voilà, donc on est en train d'essayer de mettre en place soit des rencontres parce qu'on espère que ça va être de plus en plus possible là. Et puis sinon, le téléphone est aussi une bonne façon de commencer à initier d'autres formes de rencontres différentes. C'est quand même, ça peut être aussi assez sympa. Ouais. Nous, l'après, là, l'enjeu, c'est pour les comédiens, on a une personne qui a fait les 3 sessions et qui a engrangé tout un tas de récits, puisque les gens racontent aussi beaucoup dans la partie des échanges. Et donc, il aimerait écrire quelque chose et retransmettre une forme artistique de cette aventure-là aux gens qui ont participé et aux autres, d'ailleurs. Je crois que ce que j'ai oublié de dire, c'est quand même que les gens qui ont reçu ces appels ont tous témoigné d'une envie d'aller frapper chez le voisin et de raconter aussi des histoires. Donc ça, comment est-ce qu'on pourrait leur dire allez-y, n'ayez pas peur. Ce serait une jolie suite. Et puis ensuite, oui, de pérenniser le projet et de continuer à le mener, en fait, auprès de jeunes, de personnes âgées, de personnes en grande difficulté sociale, peu importe finalement. Donc pour ça, on recherche des financements puisqu'on n'est pas parti, nous, sur une dimension de bénévolat. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve les moyens de pérenniser cette action. Oui, on avait pensé aussi à une forme de rencontre, en fait, pour clore le projet. On trouvait ça beau, justement, que et les participants entre eux se rencontrent et qu'il y ait aussi les comédiens. Et justement, peut-être de faire le lien aussi avec des comédiens sur scène qui inviteraient les participants à aller voir leur spectacle. Et à la fin du spectacle, justement, qu'il y aurait un échange informel entre eux. Voilà, donc ça serait beau. Et puis, je pense que dans cette question aussi de l'intergénérationnel, on y est aussi, si on veut à la fois adresser ce projet à des jeunes et des personnes plus âgées. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi peut-être les membres de la coopération? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? On prend peut-être une dernière question parce qu'il est déjà 3 heures, après on partira en atelier. Mais François, je t'en prie, si tu veux venir. Oui, c'est pas tant vraiment. Enfin, c'est peut-être une question. Je ne sais pas si vous voulez l'entendre comme telle, mais je trouve que dans vos témoignages, je pense qu'on l'a tous vécu un peu là, dans les différents endroits là où on œuvre, c'est que finalement, ce qui s'est passé dans cette crise, c'est qu'il y a eu beaucoup de. On est tous devenus très malléables. Ça veut dire que du coup, du jour au lendemain, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé la semaine d'après. Donc, ça nous a mis vraiment dans une posture d'imagination, de changement de posture, et ça, c'est peut-être très créatif, et on le voit à tous les niveaux. Alors, on sent bien, vous avez envie, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, parce qu'il n'y a peut-être pas de réponse, mais vous avez envie que ça perdure, mais est-ce que vous pensez que vous allez réussir? Et je me pose la question à moi-même aussi, et peut-être à l'ensemble des personnes, on pourra peut-être y travailler en atelier, mais comment on va faire pour rester aussi créatif finalement? Parce que je me dis que c'est peut-être parce qu'on était dans la merde, enfin en tout cas dans une drôle de posture, que ça nous a permis de faire des trucs qu'on n'aurait jamais pensé, quoi. Voilà.
la preuve que ça perdure, puisqu'on est là aujourd'hui, et que ça va être juste l'occasion de peut-être faire du lien. Moi, quand je vois des binômes, personnes âgées, jeunes gens qui vivent ensemble, je me dis, mais il faudrait les inviter au théâtre, il faudrait qu'ils viennent au théâtre ensemble. C'est pareil. Donc, il y a ce qu'on va continuer à faire, qu'on a créé dans ce moment effectivement de crise, je pense. Et puis, on va continuer parce que finalement, ça va donner lieu à des rencontres. Les rencontres donnent lieu à de nouvelles perspectives. Et puis, ouais, je pense que ça peut, la collaboration, la mutualisation de bonnes idées, ça crée toujours des synergies. Ça peut être une façon de continuer. Oui, oui, bah, je rejoins tout à fait ça. Enfin, déjà, la première chose à dire, c'est que peut-être qu'on s'est lancé au moment de la crise, mais on ne s'est pas lancé par hasard, je pense, ni vous ni nous. C'est quelque chose qui nous habitait déjà. Donc, c'était aussi peut-être le moment où on est passé à l'action, quoi, tout simplement. Ou en tout cas, ça a encouragé le passage à l'action peut-être plus rapidement. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a été ça, c'est clair. Oui, enfin, on va continuer, c'est sûr. Maintenant, reste à savoir comment on va le faire, mais oui, oui, bien sûr. Après, juste une chose par rapport à la dimension, enfin à la créativité dont on parlait. Je ne suis pas sûr qu'en fait le besoin ça soit vraiment sur la créativité. Je pense que en fait ce dont on parle, c'est pas nouveau. Enfin, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, dont des acteurs traitent depuis des années. On l'a vu aujourd'hui. Je pense qu'on propose d'autres façons de faire et c'est peut-être cette situation de crise qui demande d'être créatif. Mais lorsqu'on en sortira, je pense que les réponses, on les a, on sait ce qu'on a à faire, on sait tous ce qu'on doit faire. Et c'est la preuve, c'est que nos discours à chacun aujourd'hui, je crois, se répondent énormément. Enfin, moi, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'est la première fois finalement que je parle avec autant de personnes qui traitent d'un sujet sensiblement identique de ça. Je suis frappé par ça, en fait, enfin, plutôt. C'est juste, en fait, on est peut-être créatif, mais on est créatif beaucoup, en fait, parce qu'on a un peu les mêmes façons, finalement, de répondre créativement à ce qui se passe. Donc, voilà. C'est un beau résumé de la coopération Mona Lisa, effectivement. On est beaucoup et on essaye de converger, faire converger nos créativités respectives. Merci. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, ça va être à vous de travailler, ça va être à vous d'échanger. Alors, vous n'avez rien à faire. On va vous basculer automatiquement dans des ateliers. On est parti pour aller 3/4 d'heure, 1 heure d'atelier, c'est ça? Et puis ensuite, on reviendra. Vous, encore une fois, vous n'aurez rien à faire. On vous reguidera en grand groupe. Et puis, ben, vous pourrez partager tous ensemble vos retours d'expérience que vous aurez développés en atelier. Bonne suite à vous. Merci. Et encore merci à nos 5 intervenants. Thématique qu'on n'avait pas encore abordée, qui était en fait les aidants et aussi les agents dans les communes ou les responsables ou les participants, le personnel dans les associations qui finalement… Notre question à tous aujourd'hui, c'était et après. Donc, la sacralisation du temps et du temps solidaire, c'est effectivement de se poser à un moment donné la question de pourquoi je me suis investie, certes, mais comment je vais me consacrer du temps pour continuer cet investissement et cet engagement. Et puis plus largement, c'est comment fait-on société? Donc ça, c'est une question beaucoup plus politique, puisque c'est la question de définir un projet collectif qui soit porté par tous. On l'a vu à travers les initiatives de notre groupe, à l'unité d'un immeuble, un habitat collectif, hein, comme ce qui nous a été partagé, d'une commune avec une solidarité interhabitants, d'une métropole ou, voire plus largement, et on peut toujours être idéaliste, à l'échelle d'un pays. Et une des premières pistes que nous avons partagées, et je m'arrêterai là, c'est la nécessité de renforcer, pour faire perdurer, la mobilisation citoyenne et le maillage entre acteurs du territoire. Marilène en parlait également, c'est-à-dire aussi tous ces liens entre professionnels, bénévoles, élus qui ont été très forts durant le confinement et qui sont à maintenir pour faire un projet et porter un projet collectif qui nous tient à cœur. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas trop dévoyé la parole du groupe. En tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse. Philippe. Je vais essayer de faire aussi bien que toi, Juliette. Moi, j'ai des problèmes de mémoire, donc déjà, je m'excuse d'oublier plein de choses. C'est facile, hein, c'est facile. Non, en tout cas, ce que j'ai trouvé très, très riche pendant ce temps d'échange, c'est déjà la variété des acteurs. On avait à la fois des bénévoles, des professionnels dans des assos, dans les services publics,
que ce soit la CCS, la métropole de Lyon. Donc ça a été très riche. Et c'est là tout le paradoxe finalement avec cette pandémie, parce qu'il y a à la fois, je vais peut-être commencer par ça pour finir sur la note positive, à la fois tout ce qui est compliqué, notamment toute la question de comment on va reprendre les activités, avec des personnes qui ont été souvent coupées d'activité pendant de longs mois, voire une année. Toute cette reprise qui va être difficile, comment on va devoir se mobiliser pour le faire. Toute la question de ceux qui, avant la crise, ça allait, et maintenant qui ont pas mal perdu, comment on arrive à les accompagner alors qu'il y a cette question de difficulté pour sortir de chez eux, cette question de mobilité. Comment nous, il faut qu'on se réinvente. Il y a déjà plein de choses qui sont faites, mais comment on arrive encore demain à se réinventer pour permettre à ces personnes-là qui aujourd'hui, avant, participaient à des activités et qui, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour eux de sortir, comment on arrive à les accompagner. Et après, il y a toute la touche… alors, ce qui était impressionnant, c'était quand même le nombre d'actions. On a pas mal parlé effectivement, des initiatives des CCS, il y a beaucoup de CCS qui étaient présents, que ça les avait, qui s'étaient réinventés, qu'ils avaient développé des nouvelles actions, qui s'étaient appuyées aussi sur à la fois des bénévoles, de temps en temps des CCS, mais également des bénévoles de partenaires. Il y a aussi ces liens entre les partenaires qui s'est créé à l'échelle du quartier. Et ça, c'est un point qui est vraiment ressorti. C'était finalement ces solidarités de proximité, et qu'une des forces peut-être du monde d'après, c'est que ça crée des nouvelles formes de solidarité. On avait parlé il y a beaucoup d'initiatives autour des appels qui sont créés, des appels, donc notamment les CCS et la métropole et d'autres acteurs qui reprenaient la liste des personnes, on va dire, peut-être en fragilité relationnelle ou avec une certaine vulnérabilité, et qui les appelaient, et que ça avait aidé à repérer des personnes finalement en situation d'isolement, et que sans cette pandémie, on n'aurait peut-être jamais su. Et du coup, ça pose cette question de comment arriver à faire perdurer aussi ces actions, ces appels réguliers. Il y avait cette question de appeler, c'est bien, mais appeler régulièrement, c'est mieux, parce que c'est comme ça que le lien se fait et qu'on arrive à avoir ce suivi. On avait également, ce qui était très intéressant aussi, c'était la question effectivement du bénévolat, le bénévolat qui s'est vraiment renforcé. Et finalement, au début, on commence avec du bénévolat, et à la fin, c'est un lien d'amitié qui se crée intergénérationnel. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui est pas mal ressorti des différents témoignages. Il y avait plusieurs bénévoles aussi qui ont pu témoigner de ça. Et il y avait également, on avait parlé aussi un peu de la fracture numérique. Donc c'est vrai que cette pandémie nous oblige aussi à repenser comment l'accessibilité, parce que nous, on s'est finalement peut-être assez facilement habitué à pouvoir faire une rencontre Mona Lisa en visio sur Zoom. Après, effectivement, il y a encore cette fracture numérique pour un grand nombre, et qu'on fasse attention peut-être demain à ne pas basculer sur le tout numérique, et du coup d'être capable d'apprendre au numérique et de faire revenir aussi. Parce qu'on a dit à quel point la présence que les appels c'était bien, les visios c'était bien, mais qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient essayé de faire des activités en visio. Ça avait été compliqué avec un public plus âgé. Et du coup, effectivement, voir comment demain on arrive à reprendre tout ça et à construire le monde d'après vraiment à l'image de Mona Lisa, solidaire et de proximité, et intergénérationnel. Et coopératif. J'en profite pour faire un remerciement à notre informaticienne hors pair aujourd'hui, qui a permis cette rencontre, parce qu'après on va oublier, mais vraiment merci Marion Thivolet qui a été extraordinaire. Merci à toute l'équipe de la ville de Lyon. Mais c'est vrai que Marion s'est découvert des talents incroyables et insoupçonnés à travers la maîtrise de Zoom. Donc merci à tous, hein, vous êtes là grâce à elle aussi. Oui. Oui, mon micro. Oui, c'est bon. Oui, juste un petit mot rapide. Évidemment, remercier les services techniques de la ville, hein, puis qui ont à chaque fois réussi cette prouesse technologique. On s'améliore de jour en jour. On a intérêt, vu la situation. Un petit mot aussi, ça fait plaisir quand même de se retrouver physiquement. Alors, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais en tout cas, ça me donne dès maintenant envie de vous inviter l'année prochaine à une nouvelle rencontre Mona Lisa au sein de l'Hôtel de Ville. Et je pense qu'on peut déjà… La date est prise. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un engagement à la légère, je le tiens parce que voilà, ça fait vraiment plaisir de se voir. Donc l'année prochaine, j'espère qu'on pourra tous se retrouver au sein de ce grand salon.
un mot aussi, moi, qui me vient, hein, qui finalement est une valeur républicaine qu'on trouve un peu désuète, mais qu'on retrouve sur chaque fronton finalement de nos mairies, c'est la fraternité. Et c'est vrai que finalement, c'est cette fraternité-là aujourd'hui qui nous anime et qu'on a un peu redécouverte, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi on l'a perdue, c'est dommage, mais en tout cas, c'est bien de la redécouvrir aujourd'hui. Et je pense que cette fraternité, c'est aussi un peu notre moteur, hein, on l'a vu dans toutes les expériences là, sur l'atelier précédent, où chaque association a présenté un peu les projets qu'ils ont pu mettre en place. On voit bien que c'est effectivement cette recherche de liens, de solidarité qui nous anime et qui nous motive. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir le préserver. Et surtout, ça a montré quand même le côté indispensable de cette fraternité. Et c'est peut-être ça, finalement, l'enseignement un peu positif qu'on peut retirer de cette crise, c'est, bah oui, on a besoin des autres, tout simplement. Donc allons-y. Et puis vraiment, merci en tout cas à toute l'équipe hein, de Mona Lisa là, de nous avoir organisé cet après-midi d'échange. Ça fait du bien et j'espère qu'on continuera à le faire le plus possible. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Chevalier, pour l'invitation. Effectivement, on n'aurait rien pu faire sans tous les techniciens non plus, parce que c'était un petit miracle. Je crois qu'on n'a pas eu de bug. Hein, donc, 1 an d'expérience, c'est magique. On va peut-être pouvoir finir avec quelque chose d'un peu original. On a Stéphanie Jeunelot, qui est facilitatrice graphique pour l'association Unicité. Notamment, elle ne fait pas que ça, mais en tout cas, elle a ce talent-là. Donc, en tout cas, oui, c'est pas son rôle, ok. Mais en tout cas, elle le fait très bien ici et on la remercie. Donc, si vous voulez bien nous présenter vous-même ce que vous avez pu décrypter de notre journée d'échange. Ok, merci beaucoup. Du coup, c'est la première fois que je me prête à cet exercice dans ce grand format, donc voilà, ça allait très vite, j'ai fait de mon mieux, mais il y aura sûrement des oublis et je m'en excuse par avance. Donc c'est effectivement la rencontre Mona Lisa d'aujourd'hui. On a commencé par un petit mot d'accueil d'Éric qui nous a un petit peu présenté tout ce qu'on allait voir cet après-midi. On avait parlé de l'isolement des seniors, de la solidarité, comment faire perdurer tout ça. Il nous a dit qu'on aurait aussi 4 intervenants, des questions et des ateliers. On a enchaîné sur un petit mot de M. Alexandre Chevalier de la ville de Lyon, puisqu'on est accueilli ici à l'hôtel de ville, qui nous a un petit peu parlé des enjeux, après son petit message de bienvenue, les enjeux étant de combattre la solitude et l'isolement, que c'est un devoir de collectivité publique de s'y attaquer, que c'est un rôle essentiel des élus et que les actions portées par les associations sont très importantes, mais qu'il existe aussi des initiatives citoyennes. Ensuite, on a enchaîné sur cette question sur laquelle M. Alexandre Chevalier nous a engagés, c'est que reste-t-il aujourd'hui de toutes ces actions? La réponse, c'est le maintien à domicile, notamment avec les acteurs sociaux et les CCAS, le logement intergénérationnel et aussi l'inclusion et la vie sociale. Le plus important dans ce qu'il nous a dit, c'est que c'est un sujet qui nous concerne absolument tous, et qu'il existe actuellement un diagnostic de territoire qui est en cours. Il nous a remerciés avant que l'on passe la parole à nos 2 piliers historiques que sont Marilène Millet. Voilà. Marilène nous a dit que nous a remercié, elle a remercié effectivement pour le soutien de la ville de Lyon, qu'on était là pour créer du lien, que le contexte de Mona Lisa était compliqué puisqu'il n'y a plus de financement au niveau national, mais que l'esprit est le plus important, c'est-à-dire la volonté de lutter contre l'isolement dans la diversité. Mona Lisa, c'est nous tous, nous a dit Marilène, dans l'objectif de créer du lien, de porter des projets, mais aussi de transformer les contraintes en opportunités. François Auffray, qui est le 2e pilier de Mona Lisa, nous a dit que c'était une belle réussite, effectivement, qu'il y avait beaucoup de coopération et que la crise Covid avait été un révélateur. Que le vrai défi, et c'est ce qui nous réunit cet après-midi, c'est de faire perdurer toutes les actions qui ont été commencées. Ensuite, nous avons eu l'intervention du conférencier Pascal Dreyer, qui nous a parlé du fait que l'isolement est parfois acceptable dans certaines situations, mais que la plupart du temps, il a des raisons inacceptables.
C'est alors un isolement vécu qu'il faut combattre. Et pour ça, il a abordé 3 aspects, l'interpersonnel, l'intrapersonnel et l'existentiel. On a ensuite eu une première intervenante en la personne de Marie Gourion, qui représente le Paris solidaire, où là, on parle d'habitat intergénérationnel. L'idée, c'est qu'à travers la cohabitation, on puisse avoir de l'ouverture, de l'utilité partagée et sortir de l'isolement aussi bien pour les personnes âgées que pour les plus jeunes. Face à la Covid, les actions qu'a mis en place le Paris solidaire, c'est l'accompagnement numérique, notamment, également la création d'une gazette pour se donner des nouvelles et la mise en lien au quotidien avec l'importance, elle a rappelé l'importance des binômes. Ensuite, nous avons eu Lucas Endelberg pour Pontem, où là, on a parlé d'apprentissage intergénérationnel avec une double mission, une mission sociale et une mission sociétale. L'idée, c'est de recréer du lien et des espaces d'apprentissage intergénérationnel, des espaces de rencontre. Les actions de Pontem, il y en a eu plusieurs que j'ai retenues, c'est notamment les facteurs, une très belle initiative, les ateliers Extime et les ateliers de société, et aussi la création de podcasts et de vidéos. Et Pontem se pose 3 grandes questions actuellement, des questions autour du vieillissement, de la solitude et de l'isolement, et aussi de la démocratie. Et pour finir, nous avons eu l'intervention de Cécile Leclerc et Sarah Sourd du TNP, qui nous ont parlé d'un super projet qui s'appelle Voyage au bout du fil. Voyage au bout du fil, c'est 4 semaines au cours desquelles un comédien vient passer un coup de fil à un interlocuteur pour avoir dans un premier temps un temps de lecture et puis dans un deuxième temps 15 minutes d'échange autour de ça. Voilà, nous sommes ensuite partis en groupe de travail et ça a déjà été restitué. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Bravo et merci. Si vous avez loupé la première partie d'après-midi, bah voilà, vous avez tout en 5 minutes, c'est magique. Est-ce que nos amis de la coopération et même les intervenants, si vous voulez tous nous rejoindre, qu'on soit tous sur la photo finale, s'il vous plaît. Vous avez toutes et tous beaucoup participé à cette journée. Voilà, la régisseuse en chef. Ah, bravo. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi et puis on vous dit à très bientôt. Merci encore à la ville de Lyon et Alexandre Chevalier pour votre accueil. Et puis à très bientôt. Merci.